Et non, les routes ne sont pas forcément plus dangereuses en Meuse qu'ailleurs. Des drames sont quand même assez peu fréquents, et heureusement pour les populations comme pour les services de secours. Le tout premier facteur, c'est la consommation d'alcool et de stupéfiants. C'est impliqué dans 37% des personnes qui ont été tuées en 2024 et 39% en 2025. On est toujours dans le flux de circulation. On a du balisage effectivement, mais c'est vrai que sur des chaussées type autoroute, avec une circulation très rapide, le déplacement des poids lourds, etc., on peut se mettre en danger en faisant simplement notre mission. Il faut savoir quand même que lire un message sur son portable, ça va multiplier le risque d'accident par 3. Je pense que j'ai ri en me réveillant, parce que j'ai compris que j'avais fait une bêtise, mais j'avais pas conscience de la réalité des conséquences de cette bêtise. Parce que j'ai la chance d'être en vie, et je me dis que si mon témoignage il peut faire réagir certaines personnes, ou faire prendre conscience à des gens, j'en serais ravi. Il y a quelques semaines, un accident dramatique coûtait la vie à plusieurs jeunes Meusiens sur les routes du territoire. Un drame qui a profondément marqué la Meuse et qui rappelle une fois de plus qu'en une fraction de seconde, des vies peuvent basculer sur la route. Mais au-delà de l'émotion, une question se pose. Ces accidents sont-ils plus fréquents ici en milieu rural ? Nos routes sont-elles réellement plus dangereuses qu'ailleurs ? Ou est-ce une perception amplifiée par ces drames ? Entre vitesse, alcool, consommation de stupéfiants, fatigue ou encore distraction au volant, les causes sont multiples. Mais derrière les chiffres, il y a surtout des réalités de terrain, des interventions parfois dures et des conséquences irréversibles. Pour tenter d'y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui 2 invités au regard complémentaire. Monsieur Julien Kaiser, directeur adjoint du cabinet du préfet, et Philippe Dubois, adjudant-chef, pompier engagé au quotidien, confronté directement aux accidents et à leurs conséquences. Enfin, en deuxième partie d'émission, nous entendrons le témoignage poignant de Stéphane, dont la vie a basculé après un accident de la route et qui vit aujourd'hui en fauteuil roulant. Un récit fort pour rappeler que derrière chaque accident, il y a des vies à reconstruire. Ensemble, nous allons essayer de comprendre ce qui se joue réellement sur nos routes et surtout, comment éviter que de tels drames se reproduisent. Bienvenue dans Meuzecast. Alors, première question que je souhaiterais vous poser à tous les deux, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter l'un et l'autre ? Alors je suis donc Philippe Dubois, adjudant-chef au sein du SDIS de la Meuse. J'ai pour fonction d'être responsable formation pour la partie du Nord meusien. Voilà, j'ai 20 ans d'ancienneté chez les sapeurs-pompiers avec un début de carrière en Moselle. Voilà. Et vous ? Je suis Julien Kaiser, je suis directeur adjoint du cabinet du préfet de la Meuse et directeur du service des sécurités. Je pilote donc les services qui, au quotidien, sous l'autorité de la directrice de cabinet et du préfet de la Meuse, coordonnent les enjeux de sécurité routière sur le département. Merci. Alors, première question, je vous la pose à tous les deux. On a tous en tête les récents accidents et notamment ce qui s'est passé sur la route d'Étain. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les routes de Meuse sont plus dangereuses qu'ailleurs ou est-ce que c'est une impression ? Alors évidemment, ces drames, ils marquent fortement un territoire comme nous, comme la Meuse, où tout le monde se connaît, une petite densité de population, et donc chaque accident va toucher rapidement de nombreuses personnes. Mais non, la Meuse n'est pas forcément plus dangereuse qu'ailleurs. C'est vraiment le contexte qui se joue majoritairement hors agglomération, qui va concentrer donc beaucoup d'accidents, mais on a aussi une forte utilisation de la voiture, potentiellement des comportements à risque que l'on retrouve partout, mais l'ensemble de ces critères font qu'évidemment on a un effet d'optique. Mais non, les routes ne sont pas forcément plus dangereuses en Meuse qu'ailleurs. Quand vous êtes appelé sur le terrain en intervention, est-ce que vous avez l'impression d'être souvent confronté à des accidents graves ? Des accidents graves, heureusement que non. On est régulièrement sollicité sur des accidents de circulation, effectivement. Pour autant, des drames sont quand même assez peu fréquents, et heureusement pour les populations comme pour les services de secours. Combien d'accidents on dénombre en Meuse et d'accidents mortels chaque année ? Alors, sur les 5 dernières années, la Meuse enregistre en moyenne 110 accidents corporels par an, dont des accidents mortels.
Pour les tués, les chiffres vont varier davantage d'une année à l'autre, allant d'une dizaine à une vingtaine de décès par an pour les années les plus meurtrières. On observe par contre que 2024 et 2025 ont été des années particulièrement marquées, avec un niveau de mortalité très élevé, et que le début d'année 2026 reste assez préoccupant, avec un premier trimestre encore plus meurtrier que les années passées. Donc on a 7 tués sur les routes meusiennes au premier trimestre 2026, alors qu'on était à 4 tués les années passées. Est-ce que vous avez des explications justement pour expliquer cette hausse ? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en tout début d'introduction. On a différents critères qui vont rentrer en jeu, des conditions climatiques, des comportements à risque. On n'a pas forcément d'explication assez précise sur l'augmentation. Et comment on se situe par rapport à la moyenne nationale ? Est-ce qu'on est au-dessus ? Est-ce qu'on est en dessous ? Comment on se situe ? Alors, tous les départements étant différents, on va utiliser un repère, c'est le nombre de tués par million d'habitants. En France métropolitaine, on est autour de 46 tués par million d'habitants sur la période récente. Dans les départements ruraux, ce chiffre, il va monter et on va être en moyenne à 69 tués par million d'habitants. En Meuse, à l'heure actuelle, on est à 74 tués par million d'habitants. Donc effectivement, on va être peut-être un peu plus haut que la moyenne, mais ça reflète surtout les caractéristiques de nos territoires ruraux. Une forte utilisation de la voiture, des distances beaucoup plus importantes, et donc une majorité d'accidents graves hors agglomération. Est-ce que ces chiffres, pour vous, ils correspondent à une réalité que vous voyez sur le terrain ? Effectivement, j'ai la chance de pouvoir comparer avec mon ancien département dans lequel je travaillais, qui était peut-être un peu plus urbanisé. Oui, on est peut-être un peu plus sollicité en termes de secours routier. Pour autant, et comme je le disais précédemment, voilà, nos missions ne sont pas toujours les plus dramatiques, et encore heureusement. Voilà. Et est-ce qu'on observe des différences par rapport entre la semaine et le week-end ? Est-ce qu'il y a plus d'accidents le week-end ou pas forcément ? À titre personnel et surtout sur le versant pompier, on ne peut pas forcément trop analyser cette variable. On va dire que c'est à peu près équivalent. J'ai pas le sentiment en tout cas de voir une différence entre les week-ends. Voilà, ce serait peut-être un peu plus marqué les week-ends le soir, en sortie de discothèque, il peut y avoir parfois des accidents. Pour autant, voilà, c'est pas très visible. Vous avez le même ressenti par rapport aux chiffres que vous avez ? Alors si on regarde purement les statistiques, si on découpe par période, on a des périodes qui effectivement sont un peu plus à risque. L'été, avec un pic en juillet qui est assez net, c'est le mois qui est le plus marqué en termes d'accidents et de personnes tuées. On a aussi une vigilance sur la période septembre-octobre, la période de rentrée, où on va statistiquement, encore une fois, connaître un peu plus d'accidents. Globalement, on le voit, c'est le deuxième semestre qui est plus touché, le deuxième semestre de l'année. En semaine, je vais rejoindre mon collègue, c'est surtout la fin de semaine, le week-end, pour les raisons qui ont pu être données. Et enfin, si on regarde sur l'échelle de la journée, on va se rendre compte qu'on a un peu plus d'accidents sur la période 16-19 heures. C'est une tendance qui est nationale, donc il y a des experts qui sont penchés dessus, etc. On a sur cette période-là, on a près d'un tiers des accidents et plus d'un tiers des personnes tuées. Est-ce que ce sont majoritairement des gens qui rentrent du travail, 16-19 heures ? On va avoir ça, effectivement, c'est un moment de la journée où on a plusieurs choses qui vont se cumuler, la fatigue, une circulation qui est beaucoup plus dense, on rentre tous à la même heure, et tous les trajets du quotidien. Donc effectivement, ça peut aussi s'expliquer comme ça. Si on parle de statistiques, on va se rendre compte par contre qu'à l'inverse, la nuit, on a le moins d'accidents, mais les plus graves. D'accord. Par rapport aux sorties de soirée, ce que vous disiez peut-être tout à l'heure, sorties de discothèque, tout ça ?
Bon, ouais. Oui, et puis peut-être ce flux de circulation qui est moindre, donc les conducteurs ont tendance à peut-être avoir des comportements un peu plus agressifs sur la conduite, ce qui peut générer parfois des accidents. Et est-ce que les conditions climatiques, elles ont une influence notable sur le nombre d'accidents? Fatalement. On sait qu'en hiver, sur des routes qui sont détrempées ou verglacées, il peut y avoir un risque accru. Encore une fois, dans nos services, on fait pas forcément de statistiques, donc les accidents sont assez étalés sur toute une année. Mais effectivement, l'hiver, oui, sur nos départements ruraux, ça peut être un petit peu plus excessif. Alors, quelles sont, selon vous, les causes principales des accidents en Meuse? Les causes, elles sont assez identifiées, et elles reviennent de façon très régulière. Le tout premier facteur, c'est la consommation d'alcool et de stupéfiants. Ça c'est impliqué dans 37% des personnes qui ont été tuées en 2024 et 39% en 2025. Donc c'est vraiment notre premier facteur, voilà, la consommation de stupéfiants et d'alcool. La vitesse, qu'elle soit excessive ou inadaptée, ça va être aussi un facteur. Ça peut être un quart des accidents mortels. Donc on est sur quelque chose qui revient régulièrement. Et ensuite, les erreurs de conduite, notamment les refus de priorité. On peut avoir également tout ce qui est inattention, qui peut être aussi lié à l'usage du téléphone, si on n'a pas de statistiques évidemment fines sur cette question. Et enfin, le non-port de la ceinture de sécurité, qui reste un facteur aggravant très préoccupant, qui est encore présent dans plusieurs accidents mortels récents, et qui effectivement est très préoccupant. Et de votre point de vue? Alors, nous, très clairement, sur le volet secours, on s'attarde pas trop sur les causes des accidents. Nous, dans notre façon de travailler, on intervient sur des situations qui sont figées, pour lesquelles on doit mettre en place des techniques bien particulières. Donc, les causes importent peu sur le versant du secours. Ça, c'est plus après aux enquêteurs, etc., pour déterminer l'origine de l'accident, etc., les responsabilités. Mais de notre point de vue, voilà, nous, on doit appliquer les techniques et on s'en tient à ça. Et est-ce qu'il existe un profil type de conducteur impliqué? Souvent, on dit que les hommes sont surreprésentés dans les accidents. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un stéréotype? Alors effectivement, c'est une réalité. On a une surreprésentation des hommes dans les accidents. Mais si je poursuis le profil type du conducteur impliqué, il va être également jeune, entre 17 et 24 ans. C'est l'homme jeune, 17-24 ans, qui représente vraiment un profil type, entre guillemets, de conducteur impliqué, même si, évidemment, tout le monde peut se retrouver confronté à ça. On entend aussi souvent que les seniors sont un profil à risque. Alors, pas forcément. Ils sont pas forcément particulièrement impliqués, mais par contre, ça va être des usagers qui sont beaucoup plus vulnérables aux blessures, être renversés par une voiture ou ce genre de choses. Est-ce que la fatigue et l'endormissement sont des causes d'accidents? Ouais, alors ça rejoint peut-être les statistiques sur les horaires et les pics d'accidentologie. Probablement que oui, la fatigue et l'endormissement peuvent être une cause d'accident. On sait, on l'a dit tout à l'heure, que la Meuse, en territoire rural, on a des délais de trajet qui sont peut-être un peu plus importants que dans d'autres départements. Donc oui, l'endormissement après une journée de travail, ça peut être une cause d'accident. Vous en parliez tout à l'heure. Quelle place prennent aujourd'hui les téléphones et les écrans embarqués? J'ai vu que dans certains départements, à compter du 1er mai, on pouvait enlever l'usage du téléphone portable de suite. Je crois que la Meuse n'est pas concernée. Qu'est-ce que vous en pensez? Que disent les statistiques? Alors évidemment, l'inattention au volant, c'est un enjeu majeur à l'heure actuelle. On le sait, quelques secondes suffisent à provoquer un drame. Il est vrai, ça ressort de tous nos échanges avec les forces de sécurité intérieure. Le téléphone au volant est très utilisé en conduisant. Il faut savoir quand même que lire un message sur son portable, ça va multiplier le risque d'accident par 3. 23 fois pour la lecture d'un SMS, car ça détourne vraiment le regard de la route
pendant 5 secondes. Et ces 5 secondes-là, on sait qu'elles peuvent avoir un impact et des conclusions dramatiques. 5 secondes sans regarder la route à 80 km/h, c'est 110 mètres parcourus sans regarder. Il peut se passer énormément de choses en 110 mètres. Donc évidemment, hein, le téléphone, l'usage du téléphone au volant, tous les distracteurs de conduite, c'est quelque chose sur lesquels on est très attentif. Vous en avez parlé, il y a des départements qui ont lancé une expérimentation, puis maintenant l'ont concrétisé. C'est le cas notamment du département des Landes. Nous, en Meuse, c'est pas le cas pour le moment. Évidemment, en fonction des remontées de terrain, des gendarmes, de la police nationale, ça peut potentiellement le devenir. C'est des choses sur lesquelles notre préfet est évidemment très, très attentif. Mais le risque de téléphone au volant, on en parle encore une fois très souvent avec au volant derrière, mais ça peut aussi concerner des piétons. Piéton dans la rue qui traverse un passage piéton avec les yeux sur son téléphone, Oui, il peut être évidemment sujet à accident. Vous, Monsieur Dubois, est-ce que vous constatez des cas d'inattention liés à ces usages ? Sur le terrain, non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrive toujours une fois que l'accident a eu lieu. Donc les causes, je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont toujours difficiles à déterminer. Et nous, acteurs du secours, on peut pas se permettre de prendre ce temps d'analyse pour mettre en place nos actions de secours. Vous expliquiez tous les deux tout à l'heure qu'il semblait y avoir plus d'accidents en zone rurale. Pourquoi finalement les routes rurales sont plus dangereuses que les autres ? On l'a déjà un petit peu évoqué, hein. Les distances, peut-être moins de circulation, ce qui peut autoriser des comportements un peu plus excessifs. Et après, le partage de la route, hein, entre les cyclistes, les agriculteurs, voilà. Ça peut être une des raisons de cette accidentologie. Est-ce que c'est parce qu'elles sont plus sinueuses aussi, qu'il y a plus de petites routes, ou ça joue pas forcément ? Non, je pense que c'est quelque chose de global. On peut pas mettre de marqueurs sur des zones bien spécifiques, comme non loin d'ici le Bois des Corps, où il y aurait potentiellement plus d'accidents. Ça, c'est vraiment difficile à déterminer. Je pense que c'est quelque chose de global, et encore une fois, c'est peut-être plus le partage de la route avec les différents utilisateurs qui peut occasionner parfois des accidents. Vous avez le même ressenti, ou est-ce que vous avez identifié par exemple des tronçons qui sont particulièrement accidentogènes ? Alors non, effectivement, hein, on se rejoint dans nos idées. Les routes rurales, elles sont pas forcément plus dangereuses en elles-mêmes. On n'a pas de tronçon particulièrement plus accidentogène qu'un autre. En fait, les routes, qu'elles soient rurales ou non, elles deviennent dangereuses lorsqu'on sous-estime les contraintes, notamment les virages, tout ce qui peut interagir, et qu'on n'adapte pas sa conduite. C'est là que la route devient réellement dangereuse. Quand le fait de conduire aussi sur des routes qu'on connaît très bien, sur un territoire qu'on connaît très bien, ça peut nous faire relâcher un peu la tension et prendre des vitesses qui pourraient être inadaptées, prendre moins d'anticipation, qui vont là aussi rajouter du risque à une route qui en elle-même n'en a pas forcément. Néanmoins, les axes ruraux, ils offrent moins de marge de sécurité. Effectivement, ils sont plus étroits, il n'y a pas forcément de séparation centrale, on va avoir des obstacles proches, et ça, donc en cas d'accident, on va avoir des conséquences qui sont beaucoup plus graves. C'est pour ça que le respect des limitations, la vigilance et le fait d'adapter sa conduite vraiment aux circonstances vont permettre de réduire ce risque. Alors, vous parlez des limitations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi certains tronçons en Meuse sont toujours à 80 alors que d'autres sont repassés à 90 ? Alors effectivement, la règle générale, c'est 80 km/h sur les routes secondaires. Certaines routes départementales peuvent être limitées à 90 km/h sur décision du conseil départemental qui gère donc la voirie et les routes, comme en Meuse. C'est le cas dans notre territoire, mais uniquement sur des sections qui vont respecter des critères de sécurité très précis. Donc, pour répondre vraiment à votre question, effectivement, on peut avoir des tronçons à 90 pendant une longue partie de trajet parce qu'ils respectent ces critères très précis, puis un autre tronçon qui repasse à 80, puisque là, on va être sur une route qui n'offre pas toutes les conditions pour permettre une augmentation de la limitation de vitesse.
Est-ce que vous avez vu un impact du retour aux 90 km/h par rapport au nombre d'accidents? Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Ça dépend vraiment des territoires et des conditions de circulation. Je peux pas vous donner une réponse noire ou blanche. Il y a un principe néanmoins qui reste vraiment constant. C'est plus la vitesse augmente, plus le risque et la gravité des accidents augmentent. Et est-ce que le manque de transport en commun a un impact sur les accidents de la route? Parce qu'on est quand même un territoire très rural où on l'a dit, il faut prendre sa voiture pour faire la moindre course. Est-ce qu'à contrario, dans les grandes villes, comme il y a beaucoup de transports en commun, il y a moins d'accidents autour peut-être de Metz ou de Nancy? Alors, je vais reprendre vraiment la question dans l'axe qu'on connaît et auquel sont confrontés vraiment les habitants du département. Effectivement, en milieu rural, le manque de transport en commun va entraîner une très forte dépendance à la voiture au quotidien. Si on veut se déplacer, faire ses courses, il y a forcément un moment donné, quand on est éloigné des villes, de nos villes meusiennes, on va avoir besoin d'une voiture et d'être indépendant. Mais ça change pas l'essentiel. Si on garde notre vigilance, on respecte le code de la route, quelles que soient les contraintes de notre département, bien pourvu en transport en commun ou pas bien pourvu en transport en commun, on limite là réellement le risque d'accident. Je m'adresse plus précisément à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment se déroule une intervention type sur un accident de la route? Bien sûr, la plupart du temps, plusieurs engins de secours sont engagés sur l'accident. Très généralement, un véhicule de secours à personne, ou plusieurs en fonction du nombre de victimes. Un véhicule qui est un peu plus spécifique sur le secours routier, ce qu'on appelle un fourgon de secours routier, et généralement un chef de groupe, un officier qui commande l'ensemble du dispositif. Le véhicule de secours routier est plus orienté sur le balisage de la zone d'intervention, les techniques d'extraction des victimes dans les véhicules accidentés, et par la suite, le véhicule de secours à victime, lui, va prendre en charge la victime pour, dans un second temps, la diriger sur le centre hospitalier le plus proche. Et quelles sont les interventions les plus fréquentes? En secours routier, Oui. encore une fois, la plupart de nos interventions restent des accidents ou matériels ou bénins, pour lesquels c'est des petites tamponnades ou des petites vitesses engagées, donc du coup, il y a peu de blessures. Parfois, et on l'a expliqué tout à l'heure, il y a des drames qui se jouent, et là, pour le coup, ça va générer plus de moyens, plus de techniques pour désincarcérer les victimes des accidents. Quelles sont les interventions qui vous ont le plus marqué, ou peut-être une que vous pouvez nous raconter sans dire de nom, bien sûr? Alors, j'ai pas d'intervention qui me vient à l'esprit. Pour autant, sur ma première partie de carrière, je vous l'ai dit tout à l'heure, où j'ai travaillé en Moselle sur un axe très très fréquenté qui était l'autoroute A31, on avait ce côté répétitif des interventions. On n'a pas de choses marquantes. Ce que je retiendrai surtout, c'était plus la synergie des équipes sur cette volonté de toujours porter secours de la meilleure des manières aux victimes des accidents. On sait que c'est toujours des choses qui sont dramatiques. On a un volet émotionnel qui est important. Il peut y avoir des témoins, il peut y avoir de la famille. Et c'est plutôt ça que je retiens plutôt qu'un accident précis en particulier. Justement, comment on s'adresse à la famille lors d'un accident de la route, s'il y a un décès, ou comment on gère ça? La plupart du temps, c'est pas du ressort des sapeurs-pompiers d'annoncer ce genre de nouvelles dramatiques, c'est plus aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, de le faire. Il se peut aussi que ce soit les médecins des équipes SMUR qui se chargent de cette annonce. Voilà, donc ça déleste un petit peu les sapeurs-pompiers de cette responsabilité un peu difficile. Et est-ce que vous êtes déjà mis en danger lors d'une intervention? On est de manière systématique presque toujours en danger, puisqu'on travaille sur une chaussée qui est toujours en circulation. À part certains accidents où la chaussée est complètement fermée, on est toujours dans le flux de circulation. On a du balisage, effectivement, mais c'est vrai que sur des chaussées type autoroute, avec une circulation très rapide, le déplacement des poids lourds, etc., on peut se mettre en danger en faisant simplement notre mission.
Comment vous faites? On s'imagine pas forcément, mais pour se coordonner entre les services, entre la police, entre vous, peut-être la gendarmerie, sur place, comment ça se passe? Sur place, en général, les pompiers ont la main sur l'intervention. D'accord. Le balisage est donc réalisé par les secours sapeurs-pompiers et les forces concurrentes comme la gendarmerie, la police, les équipes du département vont venir s'intégrer dans le dispositif et compléter parfois celui-ci avec des cônes de signalisation, etc., quoi. Mais la direction des opérations, ce sera toujours à la main des sapeurs-pompiers. Et est-ce qu'il existe des liens entre préfecture et forces de l'ordre et secours? Effectivement, on a un lien, hein, on est collègues, on va tous concourir à la même mission, qui est de porter assistance d'une façon différente, hein, sur chacun des corps de métier. Les liens qu'on a, ils vont être multiples, ils vont déjà être opérationnels. On peut avoir des interventions, notamment dans le cadre du secours routier, qui vont nécessiter une coordination de la préfecture. Je prends l'exemple d'un accident de bus. On va avoir de nombreuses victimes, on va avoir tout un dispositif qui va se mettre en place, qui va être coordonné sous l'autorité du préfet. Mais on va aussi avoir des liens avant les drames, pour les prévenir justement, pour les éviter sur nos retours, les retours terrain, hein, que ce soit les forces de l'ordre ou des sapeurs-pompiers, sur le panorama de sécurité routière du département, avec des échanges très réguliers sur la réalité de notre département, pour adapter justement nos politiques en termes de sécurité routière. J'imagine que vous avez dû voir des choses difficiles en intervention. Comment on gère ça au quotidien? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce que vous avez des cellules psychologiques? Comment ça se passe? Effectivement, il peut nous arriver de vivre des choses difficiles pour lesquelles on peut parfois faire un transfert par rapport à notre vie familiale, etc., personnelle. Depuis de nombreuses années, ce qui nous permet un petit peu d'évacuer, c'est surtout le dialogue entre nous. En centre de secours, dans les équipes de garde, c'est voilà, si ça va pas, on en parle avec les collègues, et des fois ça peut désamorcer des états de détresse assez importants. Pour autant, et depuis quelques années, on a le service de santé qui se structure vraiment beaucoup, notamment avec des experts psychologues et qui peuvent gérer ces interventions a posteriori sur le suivi psychologique. Voilà. Et on peut faire la demande d'un suivi si on en ressent le besoin. On voit beaucoup de campagnes de prévention. Est-ce qu'on peut en mesurer les impacts? Les campagnes de sécurité routière, de prévention, elles ont un effet qui va s'inscrire vraiment dans la durée. La sécurité routière, c'est pas une action ponctuelle qu'on va faire à un moment donné dans l'année, mais c'est un travail qui est vraiment constant sur du long terme. On a des équipes, que ce soit sur le plan national, régional ou même départemental, directement en préfecture avec un bureau de la sécurité routière, qui vont réfléchir, imaginer et concevoir des actions de prévention qui sont vraiment ciblées sur les difficultés du département. C'est un impact qui va donc pas se mesurer immédiatement, mais elles vont contribuer à faire évoluer les comportements au fur et à mesure sur un temps qui est vraiment long, en complément des contrôles qui sont menés par les forces de sécurité intérieure sur les routes, mais aussi de la sensibilisation et de la présence sur le terrain. Justement, quel rôle jouent les contrôles routiers? Alors les contrôles routiers, ils sont indispensables. Ils ont un effet qui est dissuasif et ils complètent les actions de prévention. Il faut vraiment voir ça comme une frise avec plusieurs étapes. Les contrôles, c'est l'aboutissement des campagnes de prévention. Il faut rappeler que l'objectif premier, c'est pas forcément de sanctionner. C'est d'éviter les comportements dangereux sur les routes. Faut-il aller plus loin dans les mesures, selon vous? Selon moi, il faut continuer à agir sur tous les leviers. Que ce soit la prévention, les contrôles, mais aussi la communication. Mais la clé, on aura beau tout mettre en place, contrôle, action, etc. La clé, c'est vraiment le comportement individuel. La priorité, c'est de faire évoluer les comportements. Et pour ça, on a tout un lot d'outils, hein, de la campagne de prévention aux actions de communication, de sensibilisation, jusqu'au contrôle. On met tout en place dans cet objectif, faire évoluer les comportements sur les routes. Qu'est-ce qui marche le mieux?
Tout dépend de notre sensibilité en tant qu'individu. On est tous différents. Tout ne va pas nous parler de la même manière. Je pense que pour moi, l'important, c'est justement tout ce qui est mis en place. Pas forcément un axe particulier, mais tout ce qui va permettre de faire réfléchir et de faire évoluer, que ce soit des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes, comme on peut en mener, sur tous les domaines. Là, il y a une campagne de communication nationale qui est déployée sur les dangers du protoxyde d'azote, Oxyde d'azote, ouais. qui est un nouveau risque, un risque qu'on ne connaissait pas avant, sur lequel là aussi on s'adapte et on développe des actions de sensibilisation. Donc on peut pas vraiment dire que quelque chose marche mieux ou moins bien. Je pense que dès qu'un moyen de prévention ou de communication touche une personne et fait évoluer une personne, on a réussi le pari. Et est-ce qu'il existe des dispositifs de soutien pour les victimes mis en place par la préfecture ? Oui, c'est effectivement un volet de la sécurité routière qu'on est en train d'explorer sur le plan national, mais également sur le plan local, sous l'impulsion donc de notre préfet. On a pu mettre en place un comité local d'aide aux victimes, CLAV, qui va permettre de mieux accompagner les personnes touchées. On a justement un sous-groupe de ce comité local qui est dédié spécifiquement à l'accompagnement des familles des victimes d'accidents mortels de la route. On a vraiment un intérêt qui est porté à ces victimes secondaires des accidents de la route qui vont souffrir d'une situation qui leur tombe dessus. C'est quelque chose qui est très soudain, qui est très brut, et on est en train de déployer tout un lot d'outils, de mesures de soutien, là aussi de prévention, d'action. Ça peut passer par des prises en charge individuelles, des temps de formation, des temps d'écoute ou la mise à disposition de documentation utile dans ces temps-là. Mais on a un regard très appuyé sur ce volet qu'on explore. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle un peu des gestes qui peuvent sauver. Si l'on est témoin d'un accident, qu'est-ce qu'il faut faire en priorité ? Alors, la priorité, c'est surtout de déjà donner une alerte assez précise de la localisation de l'intervention, de ce qu'on voit, de ce qui se passe, en étant assez concis dans nos propos, du nombre de véhicules peut-être qui sont impliqués, les victimes, etc. Mais au-delà de ça, c'est surtout la prévention et peut-être continuer à sensibiliser les gens aux formations de gestes qui sauvent, par l'intermédiaire des organisations de protection civile, par l'intermédiaire des sapeurs-pompiers. On peut se former aux gestes qui sauvent et du coup être un peu plus agile lors d'un accident. Quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre ? Sur un appel de secours ? Si on est témoin d'un accident et qu'on veut porter secours, qu'est-ce qu'il faut absolument pas faire ? Évidemment, ne pas créer de suraccident par un positionnement de son véhicule au mauvais endroit dans une sortie ou dans une entrée de courbe. Systématiquement porter son gilet de signalisation pour essayer de... Voilà. Et quand on peut s'isoler au maximum de la situation d'accident elle-même, il est préférable de le faire pour justement pas se mettre en danger. Et quels sont les gestes qui peuvent réellement sauver une vie ? Tout dépend de l'accident. Ça peut être une réanimation cardio-pulmonaire, comme ça peut être l'arrêt d'une hémorragie avec un garrot. C'est assez difficile de répondre. C'est pour ça qu'on continue, et avec les services de la préfecture également, de sensibiliser les gens. On va faire des démonstrations dans les écoles. On organise des sessions de formation aux gestes qui sauvent et au premier secours civique. Voilà. Ça, c'est la vraie clé, le vrai levier qui permet d'être un peu plus efficient si on devait être témoin d'un accident. Et au-delà de toutes ces actions de formation et de prévention, le plus simple, si on a des jeunes ou n'importe qui de la famille qui a consommé de l'alcool, c'est les sensibiliser à laisser la clé de sa voiture à quelqu'un qui n'aurait pas consommé, rester dormir à la maison plutôt que de partir et de ne jamais revenir. C'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Vous parliez de formation au premier secours. Si on veut se former, où est-ce qu'il faut s'adresser ? Alors,
Pour la partie sapeurs-pompiers, vous pouvez contacter le service départemental et plus précisément l'union départementale qui chapeaute un peu toutes ces formations. Le plus simple, c'est que le citoyen se rende dans le centre de secours le plus proche de chez lui, interroge le chef ou la chef de centre et on donnera facilement les renseignements. Sur le site internet des sapeurs-pompiers de la Meuse, je pense qu'il y a une rubrique aussi sur ça. Donc voilà, c'est assez facile à trouver les informations. Si on devait retenir une chose, quelle serait pour vous deux aujourd'hui la priorité pour réduire les accidents ? Je vais me répéter, mais là aussi, c'est de changer son comportement individuel, de se rendre compte que nos actions sur la route peuvent réellement avoir un impact, que ce soit sur notre vie, que ce soit sur la vie des autres automobilistes aussi, mais aussi toutes les victimes secondaires dont on a parlé, les familles d'un côté comme de l'autre, les amis. Je dirais vraiment que voilà, l'important c'est de changer les comportements individuels et de réfléchir vraiment à ses actions et de toujours garder l'idée des conséquences que peuvent avoir nos actions. Bon, de mon côté, je rejoins un peu ce que disait mon collègue. Nous, sapeurs-pompiers, notre priorité et notre meilleur levier, c'est la prévention. La prévention chez les scolaires, la prévention avec nos jeunes sapeurs-pompiers, nos nouvelles recrues. C'est, à mon sens, le meilleur levier pour améliorer les comportements routiers. Bonjour Stéphane, donc vous avez été victime d'un grave accident de la route. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? En fait, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec mon réseau amical messin pour une grosse soirée et qui a été très, très festive. Dans quel état vous étiez avant de prendre le volant ? J'étais très confiant et très sûr de moi. Et à quel moment tout a basculé ? Alors, je me souviens pas exactement à quel moment tout a basculé, puisque le seul souvenir que j'ai, c'est la sortie de Metz et le réveil le lendemain vers 12h30, 13h. Donc en fait, j'ai un trou de mémoire, j'ai un grand trou de mémoire entre le moment de la sortie de Metz et le moment où je me suis réveillé, alors que l'impact a eu lieu 40 km après la sortie de Metz. Donc il y a eu vraiment un blanc dans mon cerveau et j'ai plus du tout de souvenirs. C'est dû à une perte de connaissance ? Je crois, ouais, ou alors peut-être l'impact du choc. Alors, je connais pas les données médicales précises, mais peut-être que l'impact du choc a enlevé de la mémoire une partie des souvenirs. Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille aujourd'hui, d'essayer de retrouver ce qui s'est passé ? J'essaye souvent, D'ailleurs, j'ai beaucoup essayé depuis que je sais que je dois vous rencontrer, mais il y a rien qui revient, vraiment pas, quoi. Alors que l'impact a eu lieu 40 km après la sortie de Metz. C'est assez surprenant. Déroutant. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Est-ce que vous avez conscience immédiatement de la gravité de l'accident quand vous vous réveillez à l'hôpital ? Comment ça se passe ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je me suis endormi dans une ligne droite et que au bout de cette ligne droite, il y avait un virage à 90. Je suis allé tout droit. Ma voiture, elle a percuté un poteau de signalisation. Avec le choc inertique, j'ai fait quelques tonneaux et j'ai fini sur le toit dans un ruisseau. Donc en fait, je me souviens plus du tout de tout ça. Les voitures qui passaient à ce moment-là ne me voyaient pas puisque j'étais en contrebas. Et c'est un 38 tonnes qui m'a vu parce que comme il était plus haut et qui a prévenu la police. Après, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de dramatique, puisque j'ai tout de suite compris que le plafond que je voyais, c'était celui de l'hôpital. Et surtout avec le visage de ma compagne de l'époque qui arrivait complètement paniquée quand je me suis réveillé. Elle a eu plus peur que moi, d'ailleurs, sur le moment. Qui c'est qui vous a raconté tout ça ? C'est les secours ? C'est Je me souviens pas exactement. Je pense que c'est... Parce qu'après, la police est venue dans la chambre, donc après, je pense que c'est eux qui m'ont raconté tous les détails. Et est-ce que vous savez comment s'est déroulée votre prise en charge par les secours ? Est-ce qu'on vous a raconté ? Alors, je m'en souviens pas du tout. En tout cas, ce qui m'est revenu, c'est qu'ils étaient étonnés que je sois vivant encore. Et donc, je me souviens pas du tout de leur intervention. En tout cas, je pense qu'elle a été très bénéfique puisque je suis toujours vivant. Quand vous vous réveillez, quelle est votre première impression, votre état d'esprit à ce moment-là ? Je pense que j'ai ri en me réveillant
parce que j'ai compris que j'avais fait une bêtise, mais j'avais pas conscience de la réalité des conséquences de cette bêtise. Et justement, à quel moment vous avez pris connaissance de la gravité et que votre vie allait être bouleversée? Dans les semaines qu'on suivit, en fait, puisque selon la médecine de l'époque, il y avait une possibilité par rapport à l'état de ma moelle épinière que ça puisse quand même évoluer. Et puis donc du coup, on a attendu des mois et des mois pour que ça évolue, et on s'est rendu compte que ça n'évoluerait plus. Qu'est-ce que ça vous empêche de faire au quotidien? Quelles sont les séquelles que vous avez gardées de l'accident? Ce qui m'empêche de faire au quotidien, c'est de vivre avec spontanéité. Par exemple, tout ce que je dois faire dans ma vie par rapport à l'handicap, ça doit toujours être organisé et structuré. Par rapport au matériel médical que j'utilise chaque jour pour l'équilibre de mon corps, eh ben, tout demande de l'organisation. Je peux pas décider de partir en week-end du jour au lendemain. Je peux pas décider des choses brutalement. Il faut toujours que ça soit structuré et organisé. Ça, c'est un petit peu... Et est-ce que vous avez gardé une sorte d'angoisse liée à la route ou pas forcément? J'ai pas reconduit depuis. D'accord. Mais je crois pas avoir spécialement d'angoisse par rapport à ça. Quelles ont été les conséquences les plus difficiles à accepter? Les plus difficiles à accepter, c'est d'accepter d'accepter tout ce renouveau qui est lié à l'handicap et toute la perte de mon identité avant l'accident. Justement, comment vous avez réussi petit à petit à vous adapter à cette nouvelle vie? J'ai réussi à m'adapter à cette nouvelle vie parce que... Alors, j'ai traversé une période assez difficile quand même, qui a duré 3-4 ans, où c'était vraiment très très noir et très difficile. Et donc, je me suis imposé une certaine discipline avec des actions dans ma vie, sportive, littéraire, culturelle. Et sur le long terme, ça a donné quelque chose de positif. Mais ça a été très dur. Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce qu'il existe des dispositifs de prise en charge ou de soutien psychologique pour les victimes d'accidents de la route? Alors, à l'époque où j'ai eu l'accident, il y a une prise en charge médicale totale. Ça, c'est évident. Il y a une prise en charge médicale totale. Mais à l'époque, pas forcément au niveau de la psychologie et au niveau du travail sur soi, de l'appréhension sur soi. Mais je crois avoir compris lors de l'entretien précédent qu'ils étaient en train de travailler là-dessus, justement. Et je pense que c'est nécessaire. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir dans les moments les plus compliqués? Vous parliez de période sombre tout à l'heure. Le soutien que j'avais avec ma famille, mes enfants et mes amis, ça m'a quand même permis de me donner une certaine force pour surmonter ces moments très difficiles. Quel rôle ils ont pu jouer à votre égard pendant cette période de reconstruction? Alors, mes amis et ma famille, le rôle qu'ils ont joué, c'est qu'ils m'ont apporté un soutien et de l'écoute surtout par rapport à mes analyses de l'époque. Et mes enfants, ils m'ont apporté une force en fait, parce que devant eux, je voulais pas montrer ma vulnérabilité, ma faiblesse, et j'ai essayé de garder le cap paternel, si je puis dire. Et est-ce que le souvenir de votre vie d'avant ou du moment de l'accident continue de vous hanter tous les jours, ou est-ce que c'est derrière vous maintenant finalement? Alors en fait, il ne me hante pas du tout, parce que je crois que pour se reconstruire après un choc, il faut accepter la circonstance du choc et mettre en place des choses pour continuer à avancer. Donc du coup, j'ai aucun... Enfin, je me dis pas c'était mieux quand j'étais valide, ou je regrette d'être valide, ou je regrette d'être valide. Oui. J'ai accepté la réalité de ma vie aujourd'hui, et je m'efforce à mettre perpétuellement des actions en place pour essayer d'avancer et de continuer à vivre dignement. À quel moment vous avez décidé de témoigner? Ça m'est venu assez tôt en fait, puisque comme par rapport à l'handicap, j'ai plus forcément besoin de travailler. Donc du coup, je me suis dit, donc j'avais beaucoup de temps, et ce temps-là, je me suis dit, s'il peut servir à des personnes, je voulais apporter mon témoignage assez vite. Enfin, mon témoignage ou des actions par rapport à des institutions ou des associations qui pourraient utiliser mon expérience pour apporter quelque chose à des groupes de personnes.
Et justement, pourquoi c'est important pour vous de prendre la parole aujourd'hui? Parce que j'ai la chance d'être en vie et je me dis que si mon témoignage il peut faire réagir certaines personnes ou faire prendre conscience à, à des gens, ben j'en serais ravi. Si vous pouviez parler au Stéphane d'avant l'accident, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Je lui dirais accepte la proposition d'invitation à dormir sur place. Évidemment, puisque dans la soirée où j'étais avec mes amis, on m'a proposé 3 hébergements dans 3 appartements différents. J'ai dû les feinter pour accéder jusqu'à ma voiture, puisqu'ils voulaient pas me laisser partir. Ils avaient vu que j'étais un peu... Donc ça, c'est la première chose que je ferais. Et puis évidemment, je prendrais pas le volant. Justement, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui prennent le volant aujourd'hui, alors ils sont dans des états où ils devraient potentiellement pas rouler? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que les moments conviviaux et festifs, c'est important pour créer des liens avec ses amis, qu'il faut vraiment faire attention parce que quand on consomme des produits comme l'alcool ou comme la drogue, notre potentiel, il est vraiment diminué et en conduisant, ça peut vraiment être dangereux. Et vraiment, je pense à toute notre jeunesse qui, parfois, par naïveté ou par surplus de confiance en soi, se croit un peu plus fort que la réalité des choses. Est-ce qu'un simple choix, finalement, ce jour-là, aurait pu tout changer? Évidemment, si j'étais pas monté dans ma voiture, je serais pas là aujourd'hui à témoigner. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Ce que j'ai envie de dire, c'est que évidemment, je veux dire, la sécurité routière, elle nous donne un tas d'informations pour faire attention, pour nous prévenir de beaucoup de dangers qu'on pourrait éviter si on avait un peu plus d'attention sur le travail qui est fait à ce niveau-là. Et si je suis content de porter le message aujourd'hui, c'est surtout pour encore dire ça que c'est une vraie réalité, qu'il faut vraiment éviter. Quand on conduit une voiture, il faut avoir l'esprit clair et vraiment faire attention parce que ça peut vraiment être dramatique. Et j'ai la chance encore d'être en vie, mais il y a d'autres personnes qui ont eu moins de chance que moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire le témoignage. Je vous remercie d'avoir apporté votre témoignage aujourd'hui dans Muscast. J'espère qu'il portera ses fruits et que vous pourrez le diffuser à un large public. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté.